Alors, je voudrais tout simplement vous signaler l'arrivée du président du conseil d'administration de la RTI. RTI qui a déployé de très gros... Comme vous le savez, depuis hier, le président de la République a entamé une visite d'État de 6 jours dans le district des Savanes. Une visite qui sera marquée par 11 meetings, plusieurs escales et aussi des séances de travail. Agenda donc bien chargé pour le président Alassane Ouattara. Et pour parler de cette visite dans le nord de la Côte d'Ivoire, je suis avec Claude Saï, il est consultant. Bonjour Claude. Bonjour Landry. Et aussi avec Jean-Claude Koulibaly, il est journaliste au Patriote. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Landry. Alors, vous avez vu l'arrivée du président de la République hier à Korogo. C'était une ambiance très chaleureuse. Claude. Très chaleureuse, c'était prévisible parce qu'il retourne chez lui. Les cadres de la région ont mis les bouchées doubles pour que cette visite soit d'abord une visite d'État, mais une visite mémorable. Chaleureuse parce que c'est une visite de travail. Il l'a dit lui-même, au-delà de l'enthousiasme, au-delà des festivités, au-delà de la réjouissance, il faut penser le développement, il faut penser le progrès. Et ces visites-là sont faites justement pour poser les fondamentaux de l'émergence dont nous parlons tant. Donc, visite de travail, visite de réjouissance. Oui. D'accord. Visite de travail, comme vous avez dit, visite, il est retourné un peu en famille chez lui. Oui, j'allais dire affectif parce que n'oublions pas que le président de la République est un fils de la région. Voilà. Et donc, il vient en tout cas voir ses parents avant tout, même si à côté, il y a l'aspect travail. Et en plus, on peut parler un peu de retrouvailles dans cette visite-là. Parce que depuis qu'il a été élu président de la République de Côte d'Ivoire, c'est la première fois, en tout cas, qu'il vient dans cette région, sinon dans cette région en tant que président de la République. Donc, c'est à la fois affectif et aussi des retrouvailles. Voilà. D'accord. Des retrouvailles, mais des retrouvailles dans lesquelles les populations de Korogo du district des Savanes placent de grands espoirs. Oui, tout à fait, parce que le président ne vient pas les bras ballants, il ne vient pas les bras vides, il vient en tout cas, je dirais dit, dans son sac avec beaucoup de cadeaux. Il vient, cela a déjà commencé avec en tout cas les différentes infrastructures les chantiers qui ont commencé en tout cas à émerger à Korogo, à Mbengue et dans les autres régions. Et je pense qu'il vient en plus apporter, si vous voulez, quelque chose de plus à cette visite-là. Il vient apporter aussi les fourrages, l'électricité, etc. Et vous verrez que dans son discours, il essaiera un peu d'égrener tout cela. Tout ce qu'il va donner. Alors Claude, selon vous, qu'est-ce que les populations peuvent vraiment recueillir de cette visite du président dans le Nord? Alors, deux choses. Il faudrait appréhender les visites du chef de l'État sous deux angles. Le premier angle, c'est l'angle régional, local. Et le deuxième angle, c'est l'angle d'État au niveau de l'institution. La première chose, les retombées seront immédiates. Koulibaly l'a dit tout à l'heure, travaux de bitumage, reprofilation lourde, extension d'adduction d'eau, d'électricité, d'accord, des forages, des écoles, des centres de santé. Mais au-delà, et ça je tiens franchement à le dire parce que je le lis un peu à travers la démarche du chef de l'État, le développement de notre pays n'est pas seulement, ne doit pas se voir à l'aune des compétences économiques ou sociales. Le développement de notre pays, c'est surtout aussi et avant tout un acte politique majeur de premier ordre. C'est des choix politiques qu'il faut prendre, qu'il faut assumer. C'est la raison pour laquelle, de façon simpliste tout à l'heure, j'ai dit ce sont des visites de travail. Ce que vous avez dit, c'est vrai, la dimension sociale, la dimension économique, mais aussi la dimension sociale et la dimension politique, parce que je vous dis, ce sont ces choix-là qui conditionnent de façon très largement et de façon substantielle
le progrès auquel aspire notre société. Donc le président, en y allant, va en famille, va pour des retrouvailles, va pour la réjouissance, mais va surtout pour marquer le coup d'une région qui a longtemps vécu les affres de ces conflits que nous avons connus, région, district auquel il faut donner un cap, auquel il faut donner une orientation. Et cette orientation ne peut pas se faire en vase clos puisque toutes les régions se tiennent. Nous sommes un et indivisible. Et je pense que le président de la République posera des jalons pour le devenir de la Côte d'Ivoire à partir du district des Savanes. D'accord. Alors le président, il était en mai dernier à l'ouest de la Côte d'Ivoire. On peut dire, c'est pas un peu une répétition qu'il fait en allant au nord? Non, ce n'est pas une répétition. Au contraire, ça fait partie d'un plan d'ensemble bien pensé. En fait, l'objectif, en tout cas, de toutes ces visites-là, il faut le rappeler, le premier objectif, c'est de réduire un peu les disparités régionales. Ça, c'est le premier objectif, parce que quand le président dit qu'il va, par exemple, à l'ouest, ou comme c'est le cas aujourd'hui au nord, en fait, je voudrais dire que c'est des prétextes. C'est des prétextes dans le sens du développement, c'est-à-dire en allant, en tant que le père de la République, il apporte d'abord les cadeaux, le dévance. Les cadeaux, ce sont les routes, c'est l'électrification, c'est en tout cas l'hydraulique villageoise, etc. C'est la construction des écoles, en tout cas, bref, toutes les infrastructures, en tout cas primaires, qu'une région, qu'une communauté doit avoir, en tout cas pour avoir un minimum de commodité. Et c'est ce que le président fait, réduire les disparités régionales. Voilà. Et ensuite, bon, comme il a dit, c'est aussi un acte politique, être en fusion avec son peuple. C'est cela, en fait. Oui, sur cette question, je voudrais, et Coulibaly a totalement raison, le développement de notre pays passe par le développement équilibré des régions. On l'a dit, c'est à l'État d'impulser le développement, c'est clair, mais le développement de ce pays-là passe par un équilibre des régions. Réduire au maximum les disparités régionales, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de moutons morts au pied de l'État et que certaines régions soient à la traîne de l'émergence dont nous parlons. Donc, réduire considérablement les disparités. Et ensuite, en un deuxième temps, dans le mécanisme dont on parlait tant, c'est de procéder à une répartition équitable des ressources de l'État. Or, tout cela se fait aujourd'hui à partir de l'installation des régions, à partir de l'installation des municipalités. Vous voyez? Donc, ces organisations décentralisées vont aider l'État central à avancer. Donc, l'équilibre des régions va être un élément majeur de l'émergence dont nous parlons. D'accord. Alors, aujourd'hui, au deuxième jour de sa visite dans le nord de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État est attendu dans le département de Mbengue, où il animera son premier meeting. Alors, je vous propose de voir quelles sont les dispositions qui ont été prises par les populations de Mbengue pour recevoir le président de la République. La nuit commençait à tomber sur Mbengue quand notre équipe de reportage est arrivée aux portes de la ville via Tengrela. Après ce petit tour dans la ville, la direction, la préfecture où le premier responsable administratif du département travaillait encore sur le dossier accueil du chef de l'État en visite dans le district des Savanes. Plus que quelques jours et Mbengue veut relever le défi de la mobilisation. Nous avons entamé déjà avec le comité d'organisation sur place les différentes réunions et l'écho qui nous revient est bon parce que c'est une mobilisation à toute preuve sans faille. Réussir au moins l'accueil avec 10 000 personnes en Mbengue. C'est ce qui est fixé comme objectif. Avec insistance, le préfet de Mbengue rappelle que les cadres du département, sous la houlette du médiateur de la République, Ngolo Coulibaly, fils de Mbengue, se sont investis dans les préparatifs pour l'honneur de ce département et sur tout moment d'exprimer toutes leurs préoccupations, toutes leurs attentes. Le problème de Mbengue, c'est la route. Korogo-Mbengue, le goudron, l'eau, et puis les produits agricoles qui sont achetés à bas prix. Par exemple, l'anacarde qui a eu un prix fixé à 200 francs, aujourd'hui s'achète à 75 francs et même 50 francs en Mbengue. On n'a pas l'eau, on n'a pas courant, on souffre. Aussi nombreux que soient les défis qui se posent à Mbengue en termes de développement et de progrès des populations, ce département peut se targuer de la présence sur son sol d'une compagnie minière qui exploite ses riches mines d'or. Un atout majeur qui, doublé de la cotonculture et de la solidarité exemplaire de ses fils et cadres, fait de Mbengue une région d'avenir.
Alors, on l'a vu, dans cet élément, il y a plusieurs choses à relever. Il y a déjà le problème au niveau des agriculteurs avec l'anacarde dont le prix varie selon les moments, selon les régions, selon beaucoup de choses. Et je pense que dans ce sens-là, hier, le gouvernement a arrêté quelque chose. Oui, alors, décision forte, c'est la mise sur pied d'un comité de gestion de la filière coton anacarde, calqué un peu sur le modèle café-cacao, d'accord? Parce que ce bassin pastoral qu'est le district des Savanes doit justement permettre aux populations de profiter de ce qu'elles produisent. Coton, anacarde, mais dans le reportage tout à l'heure, vous l'avez suivi, ils ont aussi parlé de la question de l'or. Alors, 2 points essentiels. Hein. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle directement. Ben, déjà, on va commencer par celui la mise des sur cultures pied, et puis on viendra après sur l'or. La mise sur pied de ce comité va régler une injustice très forte. Hein. 500 francs la vente qui se fait au-delà de nos frontières, 400 francs par moment. Et puis, chez nous qui produisons cette matière-là, cette denrée, ben, le kilogramme est acheté à 75 francs. Bien évidemment, si des mécanismes ne sont pas mis sur pied, ben, on entretiendra la pauvreté, ben, source de beaucoup d'instabilité et d'insécurité dans le district. Donc, je pense que la mise sur pied de ce comité va réguler beaucoup de choses, très rapidement. OK. Alors, Jean-Claude, je pense qu'il faut aussi relever le défi de la transformation. Oui, tout à fait, parce que la transformation, c'est celle qui apporte une plus-value, en tout cas. Mais lorsqu'on s'en tient seulement à la production, en général, on est confronté à ce genre de situation. Moi, je pense qu'il faut commencer à penser aux unités de transformation dans la région, ce qui est important, et je pense que ça pourrait efficacement lutter contre la pauvreté, comme vient de le dire Claude Sailly. Voilà. Alors, on a parlé aussi de la production d'or dans la région. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'or dans la région. C'est difficile de comprendre qu'on aille tirer autant de richesses là-bas et que les populations soient dans une pauvreté presque extrême. Oui, absolument. Ben, vous savez que la région est actuellement, si vous voulez, un peu envahie par les orpailleurs. Les orpailleurs. Je suis allé, en tout cas, en 2010 dans la région et je me suis rendu compte que l'exploitation de l'or se faisait de façon artisanale par les orpailleurs qui sont venus de partout. Et aujourd'hui, le gouvernement a compris qu'il fallait formaliser tout cela, sortir véritablement cette exploitation de l'informel et essayer de lui donner quelque chose de légal. Ça a commencé déjà avec l'usine de Tongon, l'exploitation de l'or de Tongon dans la région de Bengué, justement. Et je pense qu'il y a encore des licences d'exploitation qui seront distribuées par le gouvernement. Et je pense que cette politique-là permettra, comme vous l'avez dit, à ce peuple qui est assis sur une mine d'or et qui vit dans la pauvreté de sortir un peu la tête de l'eau. Voilà. Oui, alors, sur la question, il y a 2 éléments essentiels à relever, mais qui sont très profonds. Et je parie que ces éléments-là ne vont pas faire l'objet de meetings, de discussions sur la place publique. La question de l'anacarde, du coton et surtout de l'or. Alors, tout à l'heure, Jean-Claude a évoqué la mine d'or de Tongon. D'accord? Mais à côté de cette mine d'or, de cette structure qui fait l'exploitation de Tongon, là, il y a des orpailleurs informels. C'est eux qui posent le vrai problème, vous voyez, qui ne sont pas quantifiés, qui ne sont pas répertoriés. Si bien que tout cet or part au-delà des frontières, les populations, et l'État n'en est pas, si vous voulez, détenteur, redevable et bénéficiaire. Ça pose 2 problèmes. Le premier, c'est le problème de l'écosystème. Parce que ces orpailleurs anarchiques, ces orpailleurs informels, clandestins, employant les termes comme il faut, aucune norme de la nature, le sol est dégradé, les ressources naturelles se font de plus en plus rares, donc le pâturage ne peut donc pas paître normalement, les populations ne peuvent pas réutiliser ces sols qui ont été dégradés, donc un véritable problème d'écosystème. Alors, il faudrait donc qu'on revienne à travers ce que la SODEFOR est en train de faire, qu'on revienne à une dimension de l'éco-citoyenneté. Premier point. Le deuxième point qu'il va falloir régler, et je dis que ce genre de visite-là se règle à des niveaux élitistes et très élevés par les rencontres sectorielles que le président aura, c'est la sécurisation de nos frontières. Vous comprenez? Que ces orpailleurs-là viennent se servir, qu'ils partent de façon impunie,
pose le problème de la sécurisation de nos frontières. Et ce problème va être évoqué par le chef de l'État, surtout si on prend en compte la dimension du Mali, où, bien sûr, depuis l'intervention française au Mali et l'éparpillement des djihadistes, vous comprenez que si la barbe, le djellaba et certains attributs de reconnaissance ont été tombés au profit du djinn et d'une casquette, il n'est pas exclu que nos frontières, aussi poreuses que celles que nous avons dans nos États, soient des pays envahis par ces personnes. Donc, une sécurisation, un plan militaire très fort pour la sécurisation du Nord qui ira de Ouangolo à Odiéné jusqu'à Zonwien, parce que l'Ouest, le ventre mou, il ne faudrait pas que le Nord non plus soit une passoire pour ces personnes. D'accord, il faudrait que le Nord de la Côte d'Ivoire soit l'Eldorado pour les Ivoiriens. Ben oui, mais que la Côte d'Ivoire soit l'Eldorado et que l'Afrique soit ce pan des terres sur lesquels on est heureux de vivre. Alors Claude, on a déjà quelques images de Mbengue. Les populations sont déjà prêtes à recevoir le chef de l'État. Bah, c'est une joie pour elles, c'est une chance, c'est une opportunité. Mon discours ne variera pas. Aucun acte de développement ne peut se faire si les fils ne comprennent pas que l'initiative première vient d'eux. Donc, Mbengue comprennent qu'au-delà de ce qu'ils ont reçu, des tronçons de goudron, des cadeaux, des présents qui seront offerts par la première dame, généreuse comme elle l'est, les fils doivent comprendre que le prolongement de cela, c'est la mise en place des institutions de l'État, la région, le district et les communes, de sorte à pérenniser ces actions. Et il faudrait que les élus, les cadres se donnent la main pour aller au-delà de l'ego personnel et comprendre que ce que le chef de l'État est venu faire, c'est une impulsion. À eux donc de prendre la suite, je l'ai dit, tout acte de développement part d'abord d'un acte et d'un choix politique et ensuite les performances économiques et sociales suivront. D'accord. Alors Jean-Claude, la cohésion, elle est très importante, surtout dans la situation que nous traversons, d'après-crise que nous traversons en ce moment. Absolument. Comme j'abonde un peu dans le sens de Claude Sailly. La première richesse, c'est les ressources humaines. La première richesse, en tout cas en termes de développement, c'est les ressources humaines. Au-delà du matériel, au-delà, si vous voulez, des différents plans qu'on peut concevoir de développement, il faut d'abord passer par les hommes. C'est ça qui est important. Et pour que cela puisse prendre vraiment pied et avoir des répercussions au niveau de la société, il est clair qu'on ne peut le faire sans cohésion sociale. Ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire toute stabilité. Déjà, l'entente entre les fils de la région. L'entente entre les fils de la région, c'est primordial. Ce n'est pas à discuter, ça veut dire qu'il faut se mettre d'accord sur l'essentiel, qui est le développement de la région. Et se mettre d'accord sur l'essentiel veut dire qu'il faut être unis, il faut véritablement prôner la réconciliation. C'est très important. D'accord. Alors, pour véritablement développer la région, il faut la connaître. Avec Michel Digré, nous allons voir les atouts de Mbengue, mais également les difficultés que le département traverse. Le département de Mbengue peut se vanter d'avoir dans son sous-sol l'or jaune et sur son sol l'or blanc. Des champs de coton en gestation s'étendent sur des hectares. L'activité a un regain de vitalité dans la localité avec une production de plus de 14 000 tonnes pour l'année 2012. Pour cette campagne écoulée, nous avons payé pratiquement 4 milliards 400 millions de net aux producteurs de coton de cette année. On voit qu'il y a une amélioration nette de leur niveau de vie par rapport à la construction de maisons, l'achat des tracteurs. J'avais planté des maïs l'année passée. Maintenant, j'ai fini de récolter les maïs. Maintenant, cette année, j'ai décidé de travailler encore la terre pour pouvoir planter le coton. Parce que c'est ce que nous faisions un peu, puisqu'on n'a pas de boulot à faire ici. Donc, c'est ce que nous on fait comme travail. Et on fait un peu pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir subvenir aux besoins de nos familles. L'exploitation de la mine d'or de Tongon dans le département de Mbengue est une opportunité d'emploi pour des centaines de jeunes. En revanche, ce qui fâche à Mbengue, ce sont les infrastructures du département. La voirie n'a jamais flirté avec le goudron. L'eau potable est une denrée rare. 5 km, c'est la distance que doit parcourir Koulibaly Téné pour s'approvisionner en eau. Chaque jour, on quitte au village pour venir prendre de l'eau à l'usine. Par jour, on peut faire au moins 6 à 7, souvent 8. On a un problème d'eau au village parce que les pompes ne marchent plus. Mbengue ne dispose pas encore d'hôpital général. La couverture sanitaire est composée d'un centre de santé urbain et de 8 centres de santé ruraux.
L'enseignement secondaire est constitué d'un seul établissement, le collège municipal. Ce sont entre autres autant de difficultés que les populations exposeront sans doute au chef de l'État au cours de son premier meeting ce mercredi à Mbengue. Alors Jean-Claude, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, région riche mais population pauvre. Oui, tout à fait. Je ne dirais pas une région sinistrée, mais c'est tout comme. Vous savez qu'au niveau de Mbengue, par exemple, il y a 54 villages. Et sur les 54 villages, il n'y a seulement que 16 villages qui sont électrifiés. Et la voirie, même la voie centrale au niveau de Mbengue, il y a des difficultés. C'était une route, par exemple, qui est... D'accord, Jean-Claude, permettez-moi de vous couper. On me dit qu'ils sont prêts à Mbengue, prêts pour le meeting, le premier meeting du chef de l'État. Premier meeting donc à Mbengue. Et nous passons l'antenne à Victorien Angoua qui nous en dira plus. On se retrouve tout à l'heure après le meeting pour continuer. D'accord. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers téléspectateurs de RTI 1. Nous sommes à Mbengue pour la retransmission en direct du premier meeting du président de la République de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara entame depuis hier une visite d'étape dans le district des Savanes. Avec nous un consultant, M. Koulibaly Zié, il est proviseur du lycée Oufo-Boigny de Korogo et 4e vice-président du conseil régional de Korogo. Le président de la République, Alassane Ouattara, il faut le rappeler, est arrivé hier à l'aéroport de Korogo, chef-lieu de la région du Poro, sous le coup de 11h45. Ce matin, il sera sur la place de Mbengue, mais je rappelle qu'en route, il fera 2 escales. Mbengue, il faut le rappeler, a été érigé en chef-lieu de département en juillet 2012. Le chef-lieu de cette circonscription administrative est situé à 75 km à l'extrémité nord de Korogo, à 472 km de Yamoussoukro, à 760 km d'Abidjan et à 34 km de la frontière du Mali. La sous-préfecture de Mbengue couvrait avant son érection au département le 4 juillet 2012 une superficie de 2460 km². Le rattachement de la préfecture de Katiali augmente la taille de cette circonscription administrative qui s'étend désormais sur une superficie d'environ 2600 km². Elle est limitée au nord par la République du Mali, au sud par la sous-préfecture de Niofouin et de Korogo, à l'est par la sous-préfecture de Niélé et à l'ouest par les sous-préfectures de Kasséré, Kouto et Tengrela. Le président de la République était récemment à l'ouest, zone qu'il a visitée à 2 reprises depuis son élection à la magistrature suprême. Le district du Zanzan également l'a accueilli. C'est aujourd'hui le tour du district des Savanes composé de 3 régions, le Poro, le Tchologo et la Bagoué. Mbengue, dans la région du Poro, accueille le chef de l'État pour son premier meeting ville du grand médiateur de la République, M. Ngolo Koulibaly. Mbengue accueille le président Alassane Ouattara dans la ferveur. Je rappelle que hier, à son arrivée, le chef de l'État a eu une séance de travail avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. C'est un peu plus tard que s'est tenu à la préfecture de Korogo le Conseil des ministres. Pour revenir au sujet qui nous réunit ce matin, il faut préciser que l'étape de Mbengue est précédée de 2 escales sauf changement. Il s'agit de l'escale à Bodonon où le président Alassane Ouattara s'est incliné au caveau de feu Souleymane Sakrou. Et là, notre reporter
Michel Digré nous l'a confirmé. Et dans quelques instants, notre consultant justement va nous dire un peu plus sur cette escale qui n'est pas le fait du hasard. Parce que, semble-t-il, c'est Feu Souleymane Sakrou, l'un des pionniers du RDR. L'étape de Mbengue, parlons-en. Premier meeting, le président Alassane Ouattara. Premier meeting du président Alassane Ouattara. Un motif de satisfaction, mais aussi une responsabilité. La deuxième escale a lieu à Sowo, un autre symbole. Et tout à l'heure, notre consultant l'expliquera, c'est chez M. Soro Ndosulu Yakuba. Ainsi, d'ici 11h45, le président de la République va entamer son meeting. Alors notre consultant est en place. Il va nous dire, M. Koulibaly, proviseur du lycée Oufo-Boigny de Korogo et 4 vice-présidents du conseil général régional de Korogo, va nous dire pourquoi l'escale de Bodono. Merci. Je dois dire que il est certain que le président Alassane Dramane Ouattara, un digne fils du président Félix Houphouët-Boigny, ne pouvait pas passer par Bodono sans marquer une escale, connaissant donc l'esprit d'humanisme de notre président. Pourquoi cette escale? Parce que c'est la ville, c'est le village de naissance de Feu Souleymane Sakrou. Souleymane Sakrou, tout le monde le connaît dans notre région, peut-être même dans la Côte d'Ivoire. Les adultes comme nous, c'était donc un grand opérateur économique, tout le monde le connaissait. C'était un grand riziculteur surtout, un transporteur, et qui a vite adhéré aux idéaux du RDR. Et il fut donc parmi les premiers députés que le RDR a pu placer à l'Assemblée nationale en 1995. Mais comme le disent les Sunfo, les sauces les plus succulentes ne durent pas trop dans la casserole. Il nous a été vite arraché par Dieu. Et donc, le président de la République, chaque fois qu'il passe là, il s'incline sur sa tombe. Et je crois que, en reconnaissance donc à ces hauts faits, le président donc a certainement voulu marquer une halte à Bodono pour encore honorer l'âme de ce grand bâtisseur. C'est ce que je sais. Une autre halte, c'est à Sowo, un autre symbole, c'est chez M. Soro Ndosulu Yakuba. Oui, tout le monde le connaît, Soro Ndosulu Yakuba, un autre bâtisseur, mais cette fois-ci, lui, il est vivant, il est là, et nous lui souhaitons une longue vie. Il a construit à lui tout seul un établissement secondaire qu'il a offert à l'État de Côte d'Ivoire, avec des logements de professeurs. Il est propriétaire d'une société de voyage, de transport, dont je ne voulais pas dire ici le nom, pour éviter la publicité, pour éviter donc qu'on parle de publicité. C'est également un grand bâtisseur. Il est militant avéré du RDR, premier adjoint de la mairie municipalité sortante de la commune de Korogo, aujourd'hui député de Korogo sous-préfecture. Antoine Ndosulu, tout le monde le connaît, un grand menuisier, un grand boulanger aussi. Il est partout en tout cas. Comme quoi le président de la République, Alassane Ouattara, est reconnaissant. Et c'est justement au nom de cette reconnaissance qu'il a érigé Mbengue en chef-lieu de département, justement après une quarantaine d'années. Que cette ville reçoit la sous-préfecture. Oui, vous l'avez dit, c'est une réalité. Je ne ferai pas de politique, mais je dirais tout simplement une lacune a été comblée, une injustice a été réparée par le président. Et on lui faisait confiance, il nous l'avait dit pendant
toutes ces visites qu'il a effectuées en Bengué, que ce soit le 27 mai 2002 ou en septembre 2010. Il nous avait dit, si je viens au pouvoir, Bengué sera donc érigé en chef-lieu de préfecture pour réparer une injustice. Savez-vous, nous sommes sous préfecture depuis 3 janvier 1961. Et ce n'est pas le développement qui nous a manqué, mais certaines sous-préfectures qui ne valent même pas la moitié de la nôtre ont été érigées très rapidement en préfecture et nous sommes restés là. Le président de la République n'a pas attendu que nous lui rendions une visite pour aller demander, mais il a mis des critères d'érection de préfecture en place, des critères donc égalitaristes, j'allais dire, et donc Bengué a été rapidement érigé en chef-lieu de préfecture. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir notre premier préfet en la personne donc de Djiké Claude Raymond, qui travaille donc en symbiose dans la bonne synergie, dans une bonne ambiance avec toutes les populations. Je précise aussi que Bengué, c'est chez le grand médiateur, l'un des compagnons du président de la République, Alassane Ouattara. Merci, chers frères. Nous autres, un peu plus jeunes, nous pensions que tout simplement que le président de la République venait de connaître le médiateur de la République, notre mentor local, comme je me plais à le dire, Molo Koulibaly Fatoumam. Qu'est-ce que je veux dire? Le ministre ou le président du conseil ou le DG, en tout cas, il a fait tout. C'était un haut fonctionnaire, un haut commis de la Côte d'Ivoire, de l'État. Et tout cela s'est soldé aujourd'hui par une nomination comme président d'une institution, la médiature de la République. Molo Koulibaly connaît le président Alassane Dramane Ouattara, nous ont-ils dit, depuis janvier 1975. Et depuis ce, ils travaillent ensemble, ils collaborent ensemble dans une loyauté qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et donc, ce sont des amis, ce sont des frères. Et c'est pour cela que tout le peuple tagban est fier et heureux d'accueillir d'abord un ami ici, un frère, un parent. Et vous voyez que l'accueil est à la dimension de l'autre que nous attendons. En tout cas, nous l'avons constaté depuis 7 heures déjà, les populations se sont mobilisées pour attendre le président de la République. Justement, le président Alassane Ouattara recevra les honneurs militaires sous la musique de la gendarmerie conduite par le lieutenant Mbeaxe. Le commandant des troupes, c'est le commandant Mel Rosenberg. Le drapeau de la gendarmerie sera porté par le lieutenant Adam Elizo. Et il y aura droit aux honneurs justement du premier peloton de gendarmerie conduit par le lieutenant Dodora Serge, le deuxième peloton de gendarmerie le lieutenant Mambo Joseph, la première section du 4e bataillon d'infanterie dirigé par Nyonse Yapi, la deuxième section du 4e bataillon d'infanterie le sous-lieutenant Sezi Marc et la 3e section du 4e bataillon d'infanterie le sous-lieutenant Ngora Ido. Alors le département de Mbengue, c'est aussi 4 sous-préfectures, c'est-à-dire la sous-préfecture de Mbengue, de Katogo, de Bougou et de Katiali. C'est exact. Et encore là, un acte du chef de l'État qui s'est passé donc dans les normes que se fixe tout État sérieux. Et, il a suffi qu'on regarde les populations, la distance entre ces 2 gros villages, ces 3 gros villages que vous venez de citer et le chef-lieu de sous-préfecture ancien, Kembengue, pour ériger donc Katogo, qui est à 32 km donc de Mbengue, pour ériger également Katiali, qui est à 26 km de Mbengue, et pour ériger également Bougou en chef-lieu de sous-préfecture, qui est distant de Mbengue de près de 28 km. Et qui sont entourés de gros villages également qu'on peut également ériger en sous-préfecture. Je vais parler par exemple de Kaloa, je vais parler de Tchorchiri, je vais parler de Loulo, je vais parler de Mibrigué. Voilà. Et donc depuis là, nous avons
4 sous-préfectures, 3 sous-préfectures, plus celle de Mbengue commune. Et nous sommes heureux, les populations sont heureuses d'accueillir leurs administrateurs. Ils ont fait eux-mêmes des efforts pour bâtir leurs résidences et pour bâtir les bureaux. Voilà. D'accord. Alors selon les informations recueillies auprès de la chefferie cantonale et villageoise de Mbengue, les fondateurs de Mbengue seraient venus du Mali et installés par le chef du village de Sanara, village le plus ancien de la sous-préfecture de Mbengue. Oui, c'est ce que on nous dit, donc que nous serions venus, donc nos aïeux seraient venus donc du Mali. Quoi qu'il en soit, nous appartenons au groupe Senufo, bien sûr. Plus précisément, pour parler comme les linguistes, nous appartenons donc au groupe Gour. Et donc, effectivement, le village, l'un des villages les plus anciens de notre sous-préfecture, c'est bien Sanra. Il semble que c'est là-bas que les frères étaient venus s'installer. Et c'est à la suite d'une petite mésentente entre les frères que le plus jeune a décidé d'aller s'installer de l'autre côté donc de la rive, si vous préférez, de la rivière qui séparait donc les deux endroits. Et c'est ce qui a donné le sens de Mbengue. Je vais aller m'asseoir de l'autre côté, voilà, l'autre côté de la rive. Et donc, il semble que le petit frère était plus ouvert que le grand frère et qui était un peu ostracisé sur les bords. Et donc, Mbengue s'est développé et aujourd'hui, Sanra, il faut le dire, ne connaît pas le même développement que Mbengue. Mais Sanra est en train de sortir et je pense que bientôt, peut-être que Sanra sera donc un simple quartier de Mbengue parce que bientôt les deux, la ville de Mbengue et le village de Sanra seront reliés. Il ne reste qu'un petit espace. Comme quoi l'ouverture paye toujours. Oui, oui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit connaître qu'il ne sert à rien d'être recroquevillé sur soi-même pour un État, encore moins même pour un village, même pour un individu. Il faut s'ouvrir aux autres, mais pas s'ouvrir au point de ne pas avoir une identité propre. Tout à fait. Mais il faut rester soi-même tout en s'ouvrant aux autres et le président de la République nous le montre à travers tous les voyages qu'il fait à l'extérieur et nous sommes en train de voir les retombées de tous ces voyages-là. Justement des voyages qui ont permis à la Côte d'Ivoire de se repositionner au plan international. Tout à fait, tout à fait. Comme vous le dites souvent dans votre jargon de journaliste, la Côte d'Ivoire est redevenue fréquentable et donc les investisseurs arrivent, les diplomates arrivent et le pays se vend et il se vend très cher. Alors Mbengue est situé dans la partie septentrionale de notre pays et ces villages qui la composent ont été fondés par des Senufo, notamment le sous-groupe Tabaon, les premiers occupants à l'exception des villages de Nambira, Nongon et Famitigele, dont les fondateurs sont des Malinqués venus de la région de Séguéla. La dynamique démographique reste à l'avantage de l'ethnie Senufo qui représente plus de 80% de la population. Sa position frontalière et ses potentialités récemment rehaussées par les découvertes minières ont accru la vague migratoire dans laquelle se retrouvent des ressortissants de la sous-région et des allochtones venus des autres contrées de notre pays. Il y a une intégration réussie des communautés allochtones et allogènes par leurs hôtes Senufo et Malinqués. Cependant, des conflits de cohabitation liés à la dévolution de la fonction de chef de village divisent les communautés de Senufo et Malinqués dans certains villages tels que Kaloa et Ngandana. La cohésion sociale est également fragilisée par des conflits fonciers internes aux autochtones Senufo et aux conflits récurrents opposant agriculteurs et éleveurs en majorité des Peuls. L'islam, en raison de l'ancienneté de son implantation, est beaucoup plus adepte que le christianisme. Toutefois, le culte que le Senufo aux rites ancestraux et à sa tradition, notamment au Poro, le rend réticent à l'assujettissement intégral à sa religion. Vous le disiez tantôt, ouverture oui, mais il ne faut pas perdre son identité. Alors, au sujet des conflits, le conflit foncier c'est un peu partout en Côte d'Ivoire, mais il y a un conflit qui est récurrent au nord, c'est le conflit agriculteur et éleveur, la majorité des Peuls. Pourquoi est-ce que cette question-là
n'arrive pas à trouver véritablement des solutions. C'est une réalité. Au nord, précisément dans le département de Mbengue, on ne connaît pas de conflit foncier en tant que tel. Peut-être qu'avec la culture pérenne qu'on commence à faire maintenant, l'anacarde, on risque de connaître ce type de conflit foncier. Sinon, les terres sont bien régies. On connaît le chef de terre, on connaît les chefs de terre, on connaît les chefs lignagers qui donnent donc les terres aux parents du même village ou du village même voisin et qui les font rien que pour se nourrir. Et quand ils partent, que la terre est laissée en jachère, un autre peut venir les prendre et donc les cultiver à nouveau. Donc on se remplace, on se relaie. Mais le conflit qu'on voit ici, c'est entre les agriculteurs et les peuls. Parce que les peuls gèrent souvent des bêtes et on ne sait pas si c'est de mauvaise foi parfois qu'ils le font ou bien si rien ne dépend d'eux, mais parfois, la plupart du temps, on remarque que ces bêtes s'introduisent dans les champs de riz, dans les champs de coton, dans les champs d'igname et gaspillent tout à leur passage. Et lorsque nos parents veulent parler, parfois le bras nu, ils essaient de chasser ces bêtes-là, les peuls qui sont toujours avec des machettes se fâchent et parfois ils les blessent. Il y a eu même parfois des morts. Et cela a conduit parfois à des conflits. Et comme ce sont des nomades, ils ne résident pas dans les villages, parfois nos parents, agriculteurs, s'organisent pour aller brûler leur campement et occasionnant parfois aussi des fuites et des morts. Et ça crée parfois des conflits même entre les administrateurs et nos parents qui pensent que les administrateurs favorisent toujours dans ces conflits les peuls. Mais de plus en plus, il y a une accalmie. On remarque donc que les peuls sont en train plus ou moins de se sédentariser. Et ça, c'est une politique du préfet de Korogo avec donc tous les sous-préfets. Et les peuls de plus en plus se sédentarisent. Ils ont des tuteurs et ils mènent correctement une vie normale avec nos parents. Disons vraiment, si il y avait 80% de conflits, on peut parler aujourd'hui peut-être de 10% de conflits. Il y en a presque plus et on s'entend, on se comprend. Tant mieux, comme quoi la question est en train de se résoudre. Pour ne pas dire que la question est complètement résolue. Alors la population du département de Mbengue est estimée selon le recensement de 1998 à 40 893 habitants. Selon les projections de l'Institut national de la statistique de 2008, la population est estimée à 54 425 habitants et de 2012 à 59 909 habitants. Ça, ce sont des projections. Alors la densité moyenne du département est de 16 habitants au kilomètre carré. Le Senufo représente plus de 80% de la population et constitue de ce fait l'ethnie dominante de la circonscription, suivie des Malinqués. Et cependant, on note également la présence de populations d'autres régions de la Côte d'Ivoire. La population étrangère, quant à elle, est constituée en majorité de ressortissants de la CEDEAO. Alors, M. Koulibaly, comment se passe la cohabitation à Mbengue? La cohabitation entre les peuples qui sont venus retrouver leurs frères Senufo. La cohabitation se passe très très bien. Il faut reconnaître, vous l'avez bien dit, la plupart de nos villages ont été fondés par des familles Senufo. Mais comme le Senufo est agriculteur, il ne fait pas de commerce. Il est agriculteur, il est éleveur. Mais il n'élève pas parfois pour vendre. Il élève parfois pour sa propre consommation ou pour recevoir les étrangers. De sorte que les premiers habitants de ces villages ont eu eux-mêmes besoin
de Malinké pour s'installer chez eux. Et nos parents nous ont raconté parfois comment ils sont allés dans des villages où étaient déjà installés des Malinqués pour demander au chef de ce village de permettre à un membre de la famille de venir aussi chez eux. De sorte que si vous partez par exemple à 32 km de Mbengue ici, précisément à Tchotcheri, vous trouverez là le premier Dagnogo que les Senufo sont allés prendre, qui est venu s'installer là. Quand il a commencé à avoir des enfants et des neveux, il a pris un de ses neveux qui est allé s'installer à Yélé. Et donc vous trouvez, c'est une grande famille. Je parle, Yélé n'est que le village maternel du ministre Zapa Komena. Donc vous voyez qu'il y a une parenté entre ces deux familles-là. Et c'est comme ça que la plupart des gens se sont installés. Le Senufo, il a besoin de la daba pour travailler, mais il n'est pas forgeron. Il ne fait pas la daba. Donc il va dans les villages où il y a déjà un forgeron et il demande au chef du village, il faut dire au forgeron qui est là de me donner un de ses parents pour venir s'installer aussi chez moi pour faire de la daba. Et les villages où on n'avait pas pu mettre des forgerons, ni des tisserands, ni des Malinqués, les Senufo étaient obligés de se déplacer pour aller faire des commandes dans ces villages pour avoir leur tabac pour la saison pluvieuse. Voilà un peu. Et quand ils viennent donc, ils ont des tuteurs. Et avec eux, il est difficile d'avoir donc de la mésentente. C'est vrai que la question du poro et la question de l'islam nous opposent parfois. Mais ce sont des palabres de salon. C'est dans nos salons qu'on en parle. Tel a fait ceci, tel a fait ceci. Mais quand on sort, on fait vraiment tout ensemble. On se comprend. Les Djoula, ils savent, les Malinqués, que les vrais chefs de village, ce sont les Senufo. Voilà. Comme quoi, les Senufo ont suscité, je peux dire, la vague d'immigration dans leur région. Ils ont eu besoin de ces mains-là, de ces bras valides pour venir les accompagner dans leur développement. Effectivement, quand vous invitez quelqu'un chez vous, vous ne pouvez pas lui faire d'histoire. C'est cela. Vous invitez quelqu'un, viens t'asseoir avec nous pour une action de complémentarité. Il arrive, en toi vous ne pouvez pas lui faire parler. Et même quand il arrive que ça vient parfois des jeunes, les vieux les font asseoir pour leur dire non, il ne faut pas oublier le passé. Et dans nos parents, dans nos villages, c'est comme ça qu'il y a vraiment la relation entre les membres des familles. Alors, je rappelle à toute fin utile qu'après le meeting de Mbengue, il y aura l'étape de Ouangolo. Le président de la République y sera dans l'après-midi, mais je rappelle que son épouse visite déjà le village de Ngaseregue. Et avant Ouangolo, le président de la République va marquer une escale à Niélé, à Diawala, à Nabingé. Et il recevra les honneurs militaires à Ouangolo. Et aussi, il tiendra un meeting autour de 16h15 à Ouangolo Dougo. Ainsi marquera la fin du premier meeting, des premiers meetings, je dirais, de la première journée du président de la République dans la région de Savane. Donc aujourd'hui, c'est Mbengue tout à l'heure et à Ouangolo l'après-midi. Alors, nous poursuivons notre exercice. Nous allons parler un peu des services extérieurs de Mbengue. Le département de Mbengue compte un collège municipal de la 6e à la 3e, 2 établissements à Mbengue et à Tongon et 6 écoles primaires publiques. On nous annonce l'arrivée du président de l'Assemblée nationale, M. Soro Gibafori et Guillaume. Au titre du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, ce ministère est représenté dans le département, un centre de santé urbain avec un médecin-chef, 2 infirmiers et une sage-femme, 8 formations sanitaires rurales situées respectivement à Bougou, Katogo, Katali, Kaloa, Bumbe, Tongon, Tiorotieri, Solo, Nugo. Tous ces centres sont aujourd'hui fonctionnels et animés chacun par un infirmier diplômé d'État. Les centres de Katali et de Bougou viennent de recevoir l'affectation de leur sage-femme. Un motif de satisfaction pour vous. On constate que le volet social
de Bengue a été prise en compte par le chef de l'État. Oui, effectivement. Il y a un motif de satisfaction sur ce plan. Nous avons donc des dispensaires un peu partout dans nos gros villages. Il reste à déplorer que il y a des structures sanitaires qui existent, telles que la maternité de Tchotchiri, qui est construite depuis 1998 et qui attend toujours d'être équipée et d'avoir donc sa première sage-femme. Il y a des cas comme ça. Sinon, je pense que sur ce plan, nous ne devons pas nous plaindre. Peut-être qu'il y a parfois des problèmes de ravitaillement en médicaments, mais, et puis les pharmacies sont éloignées parfois de nous, parce qu'en Bengue, il n'y a qu'un dépôt pharmaceutique, et parfois quand on vous donne une ordonnance, il faut aller très loin et ce n'est pas toujours facile. Bon, sinon, du point de vue de la couverture sanitaire, on peut dire qu'il y a quelque chose qui a été fait. Et on remercie Dieu pour ça. Alors, nous assistons à l'arrivée du président Alassane Ouattara sur les lieux du meeting. Il va tout à l'heure descendre de son commande-car et prendre un bain de foule. Le président Alassane Ouattara, il faut le rappeler, a marqué 2 escales avant d'arriver à Mbengue. 2 escales à Bodono et à Sowo, où il devrait rendre hommage à certains de ses compagnons. Voilà, le président Alassane Ouattara salue le préfet. Voilà. Il salue les autorités coutumières de la localité, les autorités religieuses également. Voilà. Alors aujourd'hui, avec les différentes visites du chef de l'État dans les localités, on peut dire que la Côte d'Ivoire se porte mieux. Pays désormais en paix, avec une image redorée et une économie qui se relève. La Côte d'Ivoire se reconstruit petit à petit avec ses nombreux chantiers à Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays, avec notamment le programme présidentiel d'urgence PPU initié par le président Alassane Ouattara alors qu'il était encore au Golfe à Cocody. Un homme, une vision pour donner espoir aux Ivoiriens et l'envie de vivre. Après les grands moments de la fête nationale avec son corollaire d'infrastructures, les visites du chef de l'État dans la Côte d'Ivoire profonde viennent comme un autre moyen pour réhabiliter l'existant, mais surtout réinvestir pour mettre à niveau ces régions de Côte d'Ivoire. Mai 2011, le président Alassane Ouattara prend officiellement en main un pays défiguré, en faillite. L'homme ne s'imaginait certainement pas l'ampleur, des dégâts dus à la crise. À force de travail et de persévérance, la Côte d'Ivoire retrouve le progrès, la gouvernance générale, la remise au goût du jour de l'administration, la réhabilitation des infrastructures, etc. sont une réalité. La Côte d'Ivoire a commencé à compter sur l'échiquier international. Les questions sécuritaires se règlent peu à peu, rassurant le secteur privé qui se développe. Il y a aussi une croissance de notre taux d'investissement et des réformes sectorielles. En tout cas, disait le président Alassane Ouattara il y a près de 3 mois à un confrère, et je cite, « Nous avons appliqué les bonnes recettes ». En dépit de ces résultats, le chef de l'État ne veut pas baigner dans un satisfecit. Lui qui comprend les plaintes de ses compatriotes. Oui, jusque-là, les effets des bons résultats macroéconomiques tardent à agir sur la vie des Ivoiriens. Comment pouvait-il en être autrement quand, dans les 10 dernières années, la population s'est considérablement appauvrie? Un Ivoirien sur 2 est pauvre. Le président Alassane Ouattara invite donc les Ivoiriens à la patience parce que, convaincu que les effets positifs de sa politique sur la masse sont proches. En investissant dans les écoles, les infrastructures sanitaires et autres, les Ivoiriens vont retrouver un environnement meilleur. Les paysans connaissent une meilleure rémunération de leur travail. Les enseignants ont pu récupérer un certain nombre d'indemnités qui leur étaient
dû mais jamais versé. Bref, la Côte d'Ivoire retrouve son envol économique. Les grands chantiers voient le jour et c'est rassurant pour les Ivoiriens. Évidemment, M. Koulibaly, les grands chantiers en Côte d'Ivoire, comme ailleurs, à Abidjan comme ailleurs, je veux dire, c'est aussi dans le district des Savanes et en particulier à Mbengue qui a bénéficié de certains investissements. Oui, Mbengue est en train de bénéficier de beaucoup d'investissements. L'extension de l'adduction d'eau. Vous savez, chez nous au nord, pendant la période, la sécheresse, nous avons beaucoup de problèmes d'eau. Et donc, des investissements colossaux sont en train d'être faits et à Mbengue et à Katogo. Et nous sommes en train d'apprendre que dans les nouvelles sous-préfectures, cela va se passer également. En tout cas, il y a beaucoup de choses et le reprofilage est régulier. Nos parents sont contents de l'aide que le président de la République leur apporte pour ce qui est de l'engrais dont ils bénéficient d'une grande réduction pour ce qui est donc des herbicides et un ensemble d'éléments de choses. Mais ils pensent également, nos parents, que le chef de l'État ne devrait pas tarder à leur promettre donc le goudron sur l'axe Mbengue-Korogo. Ça leur tient à cœur, c'est la demande qui unit aujourd'hui toutes les populations de Mbengue. Si vous leur demandez aujourd'hui quelle est la chose la plus urgente pour vous, ils vont vous dire c'est le goudron entre Korogo et Mbengue, c'est 75 km. Si on peut nous le faire, ce serait vraiment un ouf de soulagement. Une demande aussi du préfet qui pense que l'ouverture de cette voie, la couverture de cette voie par le bitume va impulser le développement de la région. Oui, et le président s'est installé. Oui, j'ai retenu beaucoup de choses du Feu-Boigny, mais j'étais encore plus jeune, le 22 mars 1974, lorsque le président Feu-Boigny effectuait sa première visite à Mbengue, à ma connaissance. Quand il est arrivé, il a dit « j'ai vu la route, je sais que la route précède le développement et je vais faire quelque chose pour vos routes ». Donc le préfet de Mbengue a raison de le dire, il nous faut cette route-là. Elle va nous ouvrir sur Korogo, elle va permettre à nos vieilles mamans qui font aujourd'hui de l'oignon, qui font aujourd'hui beaucoup de choses dans le vivrier, de pouvoir les écouler assez facilement. Il y a parfois les questions des voitures qui font qu'ils ne peuvent même pas aller quelque part et tout pourri dans les salons, dans les maisons. Et je pense que ce n'est pas normal. Il faut qu'ils puissent, donc, elles puissent être récompensées par des efforts qu'elles ont fournis chaque fois. Et je pense également qu'avec le Mali, ça peut nous faciliter la tâche également. Alors le chef de l'État est installé, et la manifestation va tout à l'heure commencer. Après les annonces, il y aura certainement la libation. Et ça sera fait par M. Koulibaly Zana, fils du chef du village de Mbengue. Tout à l'heure, vous posiez le problème d'eau. Effectivement, l'adduction d'eau, c'est un souci. Ou bien que l'on creuse, on ne trouve pas de nappe. Alors, il y a eu des réparations au titre du programme présidentiel d'urgence. Il y a eu plusieurs réparations dans tout le district. Toutes les pompes tombées en panne dans le district ont été réparées à 100%. Il y a 246 pompes dans la région du Poro, 100 dans la région du Tchologo et 46 dans la région la Bagoué. Et ça, c'est le point de mai 2013. Des travaux d'extension du réseau en eau, soit 15 km dans chaque chef-lieu de département, donc dans les 10 chefs-lieux de sous-préfecture. De préfecture plutôt. Tous les travaux ont été achevés, la connexion a été faite, les branchements également ont commencé. À ce niveau, le président a demandé de faire du social pour la période actuelle, c'est-à-dire 20 000 francs pour le branchement au lieu de 160 000 francs. C'est cela. Et je crois que ça va être la libation. Monsieur Koulibaly Zana, fils du chef du village de Mbengue, va commencer. Nous allons l'écouter.